bienvenue sur le podcast Zest.com, le podcast dédié aux solopreneurs qui veulent enfin kiffer leur communication pour mieux propulser leur business. Je suis Faustine, graphiste indépendante, et ma mission est de démocratiser la communication. Dans ce podcast, on parle galère, organisation, outils et réussite sans filtre, avec beaucoup de bienveillance et une bonne dose de bonne humeur. L'objectif ? Décomplexer la communication et repartir avec un shot d'inspiration et d'astuces concrètes. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Nathalie, Hello Faustine. comment ça va? Écoute, je suis contente d'être au micro de ton podcast pour parler de plein de choses autour de communication et pour aussi parler peut-être d'été, de comment communiquer pendant l'été. Donc, je suis trop heureuse. Trop bien, trop bien. Merci à toi d'être sur cet épisode de podcast. Je t'ai découverte via la F Collective. Tu avais donné un atelier sur le personal branding et la marque personnelle. Et j'avais trouvé ça hyper chouette. Et surtout, ce qui m'avait vachement intéressée, c'était ton angle vraiment de rendre accessible, de démystifier un petit peu ce sujet qui peut être parfois un peu intimidant, je dirais. Donc, du coup, je trouvais ça intéressant de t'interviewer, vu qu'on a un petit peu ce côté démocratisation, aider à faciliter au quotidien. Ouais, carrément. C'est vrai que la marque personnelle, on va en parler, mais quand on regarde les chiffres des femmes présentes dans le business, on est quand même on va dire 50% par rapport aux hommes. Mais quand on regarde les femmes qui ont des entreprises plus grandes et qui sont présentes dans les médias, là, les chiffres, ils tombent. Donc, le but, vraiment, c'est beaucoup de femmes ont des qualités, ont des grands savoir-faire, des expertises. Mais le petit bémol, c'est qu'elles ne se mettent pas assez en avant. Et tu sais exactement de quoi je parle parce que la communication, le personal branding, c'est pas très, très loin. Quand on est solopreneur, fondatrice, dirigeante et qu'on est... voilà, on a des choses à porter, des messages à partager. Et bien, quand on est une femme, on a tendance à se mettre moins en avant. Et pour moi, la marque personnelle, c'est un peu le levier qui permet de remettre taper du poing sur la table et remettre les chiffres là où il faut pour que plus de femmes soient visibles. Et plus de femmes, quand on est visible, on fait connaître ce qu'on fait et on se donne plus de chances pour aller décrocher des opportunités business et plus de chances d'aller décrocher plus de chiffre d'affaires. Donc moi, mon combat, c'est que les femmes réussissent à avoir des business rentables et pérennes avec le levier de la marque personnelle. Donc c'est un petit peu ça la mission que je me suis donnée. C'est pas juste faire du personal branding pour être dans la tendance ou surfer avec un ego trip ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour se dire, je le mets au service de mon business et je fais en sorte que ça puisse servir mes objectifs, mais aussi parler au-delà de notre petite personne pour aller faire bouger les lignes de l'entreprise, avec la mission qu'on s'est donnée, avec les objectifs qu'on s'est donnés. Et souvent, les femmes, elles font du business pour aller faire bouger quelque chose et pas juste purement pour un objectif purement pécuniaire en premier lieu. Même si l'argent, c'est bien, c'est important, mais le premier moteur pour les femmes, ça reste souvent autre chose. C'est clair, c'est clair. J'ai vraiment les mêmes problématiques, moi, en général, quand je travaille avec mes clients. Donc, je te comprends totalement. Super. Trop bien. On a déjà une intro qui est hyper complète, je trouve. C'est déjà hyper complet, c'est trop bien. Écoute, j'allais te demander du coup un peu ce que tu faisais, si tu pouvais te présenter en 2-3 phrases. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter, je dirais, à cette présentation qui était déjà hyper complète? Comment tu accompagnes tes clients peut-être et depuis combien de temps tu es à ton compte? Oui, du coup, j'aime bien me présenter comme une réinventeuse parce que souvent, j'accompagne les femmes qui se sont elles-mêmes réinventées, donc qui derrière elles ont eu une carrière de salariés ou dans un autre milieu, mais qui ont quand même du coup cultivé dans leur bagage des compétences, des expériences. Donc souvent, elles repartent pas de zéro, même si elles se réinventent sur un autre secteur. Et j'aime bien parler pour décrire ce que je fais, comme quoi je suis une partenaire de visibilité pour les entrepreneurs et les dirigeantes du coup qui sont expérimentées parce qu'elles arrivent avec leur bagage. Et donc je les accompagne à prendre la parole majoritairement sur LinkedIn et à décrocher de nouvelles opportunités business grâce à leur marque personnelle. Donc tu m'as demandé ça faisait combien de temps que j'étais lancée.
Mmh. Donc ma société, je suis en société, elle existe de manière euh, dans les papiers et tout depuis 2023, mais j'ai fait plusieurs essais auparavant parce que j'ai lancé mon podcast en 2022 Mmh. et j'avais déjà lancé un autre business en 2020, juste avant le Covid, autour d'un business plus de pâtisserie, où Ok. j'avais quitté le monde du marketing et de la communication pour moi-même me réinventer. Trop bien, hyper intéressant. Du coup, la partie marque personnelle et la partie communication, de revenir à mes premiers amours qui étaient la communication, parce que ça faisait 12 ans, moi, que j'évoluais en corporate en corporate en tant que salarié dans des grands groupes, dans les départements marketing et communication. Donc, j'avais fait un rejet total de ce monde-là. Et au final, je me suis réinventée dans la cuisine pour me rendre compte que ma place n'était pas en cuisine, mais ma place était plus sur la partie créativité et reconnecter les femmes avec qui elles sont vraiment pour pouvoir le mettre au service de leur business. Donc, je ne me suis pas lancée en me disant je vais parler de marque personnelle. Ça a été quand même un cheminement parce que la marque personnelle, c'est pas quelque chose déjà qui est c'est pas inné et c'est pas quelque chose qu'on apprend à faire, surtout quand on est salarié, quand on est dans le monde corporate. Apprendre à parler de soi, à se mettre quand même en avant, à faire savoir ce qu'on fait. On a quand même, quand on est une femme salariée, on a du mal à le faire et personne nous explique vraiment à quoi ça peut servir quand on est salarié, parce que ça peut aussi être un fort atout quand on va aller chercher des promotions, quand on va aller aussi chercher de nouveaux postes, un nouveau périmètre. Mais c'est un atout qui est transférable et qui est encore plus important quand on est à son compte, quand on est indépendante, pour lancer son business, se faire connaître et se différencier sur un marché qui est de plus en plus saturé et où c'est difficile de se dire pourquoi je vais être choisie, pourquoi moi. Donc en fait, la marque personnelle, ça permet de mettre sur la table, en plus de son expertise, de mettre sur la table ce que j'appelle la touch, d'aller ramener ce combo entre son expérience, ses compétences, sa personnalité et l'histoire qui nous a ramené où est-ce qu'on en est dans son aventure entrepreneuriale pour façonner cette marque personnelle multifacette et qu'on se rappelle de nous grâce à une anecdote, une manière dont on se présente, une manière dont on va aborder un sujet et pas juste dire bonjour, je suis consultante en marque personnelle. Ça, en fait, personne ne s'en rappeler au final. Mhm. C'est clair. Surtout qu'il y a des métiers en plus qui vont être plus connus que d'autres, plus compris que d'autres. Donc, se définir par le métier, c'est pas le meilleur point d'entrée, c'est sûr. C'est sûr. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a, t'as déjà rencontré des clients ou des personnes qui pensaient bien faire et au final, ils étaient complètement noyés dans la masse? Est-ce qu'il y a une erreur qui revient souvent où les personnes se disent, je fais ça, pourtant ça marche pas, et comment ça se fait que ça marche pas, alors qu'au final, c'est une erreur assez commune? C'est hyper intéressant que tu poses cette question parce que c'est vraiment j'aime bien replonger dans ce que j'appelle les insights clients, donc ce qui ressort un petit peu comme problématique clé. Et c'est vrai que, comme je te disais, j'accompagne les femmes qui sont expérimentées, donc derrière, elles ont une carrière corporate, elles ont quand même un bagage de compétences, donc elles se disent, OK, je vais aller communiquer avec justement un ton corporate, des éléments hyper lisses, pour rester dans le moule ou dans la case dans laquelle elles étaient jusqu'à présent, parce que c'est vrai que le monde de l'entreprise, il est plutôt hyper formaté. Le but, c'est de pas sortir des cases, de pas se faire remarquer. Et quand on est en entreprise, on n'apprend pas à cultiver justement sa touch, sa marque personnelle. Donc l'erreur que je vois souvent, et ce qui est plutôt frustrant, c'est qu'elles se disent il y a souvent en plus des femmes qui étaient en communication ou qui avaient eu l'occasion de communiquer auparavant. Donc, elles arrivent avec, même elles font un shooting, elles arrivent avec des codes ultra lisses, elles développent même un univers visuel ultra corporate avec du bleu, du gris, des choses qui leur ressemblent pas du tout. Et donc, elles se retrouvent à se questionner sur, OK, j'attire pas les bons clients ou j'attire pas de clients du tout parce qu'au final, elles se noient dans la masse. Et c'est là où
elles se disent, bah, il y a un truc qui marche pas. Pourtant, elles se sont reformées sur leur nouveau domaine, elles arrivent avec tout leur bagage, toutes leurs compétences, mais ça marche pas parce que, en fait, elles transfèrent les codes de la com corporate à l'univers entrepreneurial. Et du coup, bah, il y a un peu une dissonance qui se crée entre ce qu'elles voudraient comme client, ce qu'elles voudraient transmettre comme message. Et justement, elles connaissent pas encore l'existence de la touch. C'est pour ça que j'aime bien, mon but, c'est de démystifier cette notion-là aussi de marque personnelle. Et elles se disent, je suis en train de développer une entreprise qui est pas moi, en fait, qui est dans une image qui ne me correspond pas. Et du coup, ce serait quoi le truc numéro 1 que tu recommanderais pour être différent des autres, vraiment avoir une image hyper différente en restant soi-même? Alors, vaste question. Tu vois, on se dit comment être différente des autres et on a tendance à aller chercher à l'extérieur, à se dire, OK, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi ou qu'est-ce qu'ils font bien. Donc, c'est très bien de faire ça, mais pour moi, c'est plutôt dans un deuxième temps. La première chose que j'invite ton audience à faire et que je fais aussi avec mes clientes, justement, c'est de prendre un temps pour soi, pour se reconnecter vraiment à qui elles sont, on façonne ensemble leur touch, à se demander, OK, qu'est-ce qui les a amenées jusqu'à là où elles sont? Quels sont les traits de personnalité qui sont importantes pour elles et qu'elles aimeraient véhiculer? Qu'est-ce qu'on dit d'elles aussi? Donc, j'aime bien aussi inviter, et c'est ce qu'on fait dans mon accompagnement Brand Story avec mes clientes, je les invite aussi à faire une petite étude de perception avec leur entourage pro et perso pour avoir des mots pour que les personnes de leur entourage puissent leur dire ce qu'elles pensent d'elles et de voir si c'est aligné ou pas. Et ce qu'elles pensent d'elles avec des mots positifs et des mots aussi peut-être quelles sont leurs zones d'ombre ou les zones qu'elles peuvent améliorer pour vraiment se reconnecter à elles, ce qu'elles voudraient communiquer en termes de personnalité, quelles sont les compétences qui sont importantes pour elles, qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'elles avec leurs valeurs, leurs moteurs, leurs convictions, qu'est-ce qu'elles ont envie d'apporter en fait avec leur entreprise, parce que ce que je disais en introduction un petit peu rapidement tout à l'heure, c'est que les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, oui, le but c'est d'être indépendante, de gagner suffisamment de chiffre d'affaires pour en vivre et pour être confortable bien sûr, mais souvent derrière il y a toujours un moteur plus fort qui sort de leur vécu personnel. Elles ont vécu des inégalités, elles ont vécu des situations qui sont pas normales pour elles et qu'elles ont envie de faire changer, qu'elles soient coach, indépendantes, thérapeutes, tous les corps de métier, souvent, il y a quelque chose qui part de l'intérieur. Donc, on retourne sur l'intérieur, sur qui elles sont, sur comment est-ce qu'elles sont perçues aujourd'hui. Et en fait, on tire le fil de leur marque personnelle, de leur touch, pour commencer à se dire, OK, elles ont déjà tout en elles et on va mettre le volume plus fort sur les facettes qui sont importantes pour elles et reliées bien sûr à leur corps de métier. Et tout ça, après, ça fait un mélange unique qui leur permet, OK, à partir du moment où j'ai ce mélange unique, je vais voir sur le marché ce qui se fait. Donc là, après, c'est intéressant de faire une étude rapide de marché pour justement voir en termes de positionnement comment sont les autres acteurs du secteur pour qu'on accentue encore plus ce qu'on a vu dans la reconnexion et pour se dire, admettons, je vais te donner un exemple pour que ça parle aussi à ton audience. On peut être sur une coach en reconversion qui arrive je prends un exemple concret, donc je ne vais pas dire le prénom, mais c'était une femme plutôt mature qui avait une grande expérience chez France Travail. Elle avait travaillé chez France Travail pendant des années. Donc, elle arrive avec un univers ultra corporate, alors que elle avait tout ce côté humour, ce côté de faire des petites blagues et des petites anecdotes pour justement accompagner à la reconversion, mais en partant de OK, mais en fait, elle challengeait les personnes qu'elle accompagnait avec des blagues un peu de la tata qui fait rire, tu vois. Donc, on a vraiment accentué ce côté la tata qui t'accompagne à faire ta reconversion.
avec ces différents ingrédients, un peu comme la tata qui t'accueille et qui te prépare, tu vois, les gâteaux pour te mettre à l'aise, et pas que tu vois juste la reconversion comme un bilan de compétences. Et à partir de ça, on a regardé ce qui se faisait sur le marché. Donc sur le marché, c'est vrai qu'il y a personne. Enfin, il y a différentes manières de faire des bilans de compétences, mais il y a personne qui a son expérience qu'elle a chez France Travail, son fait un peu, son côté humour, personnalité, un peu, tu vas chez ta tata, te confier, elle te fait un bon gâteau, mais en fait, c'est les recettes pour te mettre en confiance et te mettre sur ton chemin de reconversion à toi-même. Et elle arrive aussi avec, tu vois, elle a de la bouteille, elle a une expérience, elle est plutôt mature, donc elle inspire confiance. Donc on a travaillé sur ça pour se dire, ok, on est revenu à qui elle était, pour après se dire, bah ok, sur le marché, il y a d'autres organismes qui permettent de faire de la reconversion, il y a d'autres coachs, mais elle est unique. Et donc, en faisant même cet exercice de reconnexion à soi, ça permet même de regagner confiance et d'adopter une posture qui se dit, en fait, j'ai déjà tout, et en étant moi-même, ça peut marcher sans mettre un masque, sans aller chercher des codes qui ne me correspondent pas. Donc voilà, pour répondre à ta question, j'ai un peu détaillé la réponse, mais l'erreur majeure, on l'a vu, c'était que les personnes, elles arrivent avec une communication lissée et hyper corporate. Et comment se différencier? Aller chercher à l'intérieur de soi, aller se reconnecter à qui on est. Donc, on peut le faire seul, mais c'est vrai que c'est plus facile de le faire quand on a un miroir et quelqu'un qui nous guide un peu avec des étapes pour le faire, et en se sentant en confiance, en créant les briques de sa touch, pour ensuite se dire, j'ai la carrure, j'ai les épaules pour aller parler de ce que je fais avec confiance et me sentir pas unique, mais singulière en tout cas. J'arrive avec mon approche singulière qui me ressemble et qui fait que on pourra dire, si on me choisit, on saura pourquoi est-ce qu'on me choisit, et ça permet de ne pas être fondu dans la masse. C'est clair, c'est clair. Et c'est vrai que c'est tellement important aussi d'avoir cette posture, je dirais, qui te convienne, qui soit en adéquation avec ce que tu es, avec tes valeurs. Et au final, c'est vraiment dans ces situations-là que tu vas rayonner, parce que du coup, ça correspond pile à ce que tu es, à ce que tu veux faire, comment tu veux être perçu aussi. Et puis après, quand c'est efficace, forcément, ça amplifie énormément ton message. Donc c'est clair que c'est hyper intéressant, hyper intéressant. Et du coup, dans le prolongement de la marque personnelle, ce qui est hyper intéressant aussi, ça va être de mettre aussi en image, je dirais, cette marque personnelle avec l'identité visuelle. Je trouve que la marque personnelle, il y a un peu le côté ADN, tu vois, ta personnalité, ton ADN, et au final, c'est l'identité. Et l'identité visuelle, derrière, elle va venir traduire visuellement ce que tu as travaillé avant avec ta marque personnelle. Oui, tout à fait. On part de l'intérieur pour après révéler à l'extérieur tout ce travail qui a été fait sur la plateforme de marque, l'ADN de marque. C'est vrai qu'au final, c'est exactement le travail de plateforme de marque que je fais, mais je mets pas ces mots-là, tu vois, parce que c'est du jargon. Oui. Et quand je me suis lancée, je parlais de plateforme de marque, personne ne comprenait. Mais voilà, c'est là où j'ai développé cette notion de touch, etc., et de brand story, qui est en fait la plateforme de marque. Mais c'est important après de la concrétiser avec l'enveloppe extérieure. L'identité visuelle, ce qu'on va développer, la manière dont on va s'exprimer, faire son contenu, faire sa communication. Mais c'est vrai que si on n'a pas fait ce travail préalable de poser des fondations, ou en tout cas, c'est pas que des fondations, parce que souvent, c'est des entrepreneurs moi que j'accompagne, qui sont soit en pivot, soit elles-mêmes en réinvention dans leur activité. Donc, elles n'ont jamais fait ce travail vraiment Elles sont arrivées avec une expérience, une expertise. Elles ont réussi à avoir leur premier client, ça marche, donc elles continuent comme elles ont déjà fait. Mais et souvent, et tu vas me dire ce que tu en penses, mais souvent, elles ont fait appel rapidement à un graphiste de leur entourage. Ok, fais-moi vite fait un logo, sans travailler un peu un univers de marque à 360. Elles ont fait tout ça la première année, on va dire, et elles arrivent, première année, 1 an et demi, à un moment où elles sentent que leur
elles se sentent étriquées dans leur costume intérieur, mais aussi dans l'image qu'elles véhiculent. Et c'est là où ce travail de ce décalage qu'elles ressentent, elles se disent ok, ma com ne m'apporte pas les résultats que je souhaite, j'ai pas des clients au niveau que je souhaite, je n'arrive pas à être perçue à ma juste valeur. Je sens que voilà, je me sens à l'étroit dans ce que je propose, c'est pas exactement ça, j'arrive pas bien à mettre des mots, et c'est souvent des femmes qui sont multifacettes, qui ont cette richesse d'expérience, d'expertise, et qui sont complètement tendues quand on leur parle du concept de niche. Elles se disent ok, mais comme on le disait tout à l'heure, se décrire juste par un métier, c'est compliqué pour elles, d'autant plus que souvent elles amènent différents ingrédients dans leur pratique, dans leur approche. Elles mélangent souvent du rapport au corps avec d'autres. Voilà, elles se créent leur propre touch, et à un moment, voilà, le petit logo qu'elles avaient fait vite fait avec leur cousin ou le truc, leur entourage, ça ne va plus. Donc, elles ont besoin de réinventer tout ça et de faire ce travail en profondeur. Donc, comme tu le dis, la concrétisation, c'est qu'après, voilà, l'image personnelle, l'identité visuelle, elle soit alignée avec l'image personnelle, l'image de l'identité de l'entrepreneur, l'image qu'elle souhaite véhiculer, et que tout soit aligné. C'est clair, c'est clair. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu pas mal de femmes qui me disaient qu'elles avaient bossé vite fait un peu leur com, tu vois, en se disant bah pour le moment ça suffit. Et c'est clair que des fois ça peut suffire pour démarrer, pour se lancer. On n'a pas l'obligation d'avoir un truc au carré pour se lancer et au moins avoir ses premiers clients. Mais du coup, à un moment donné, elles sentaient que ça plafonnait parce que bah du coup ça ne reflétait pas du tout leur expertise, ou parce que dans le côté amateur, il y a aussi le côté perception en tant que professionnel ou pas aussi. Et donc soit pas assez expert, ou bah, on ne différencie pas du coup parce que bah, forcément c'est beaucoup plus classique. En général, quand on fait une identité visuelle avec des sites gratuits ou autres, ben, on peut avoir un truc assez propre, mais par contre ça va être très générique, et donc du coup la différenciation n'est pas du tout là. Donc forcément après elles rebossent leur identité et aussi du coup leur positionnement pour avoir quelque chose de plus singulier. Oui, ça arrive beaucoup. Enfin, je trouve que justement, le fait de se poser ces questions et d'être en mouvement dans son activité, en fait, c'est normal. Il n'y a pas de formule magique pour se dire, OK, je lance tout parfait. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est de se dire, OK, quelles sont mes priorités selon mon stade de mon activité, parce qu'elles ne vont pas être les mêmes. Quand on se lance, je pense que la première chose à faire, enfin, ça dépend des personnalités, mais c'est important de se dire, bah, je vais tester mon offre, je vais tester mon savoir-faire, je vais aller chercher mes premiers clients, et je co-construis. Et voilà, donc il y a le minimum viable un peu de sa marque, de son identité visuelle au début. Après, on évolue, donc c'est normal que l'identité visuelle, l'univers de marque évolue, et qu'on se pose on se pose des questions par rapport à ça, et et qu'on reconstruise ou qu'on co-construise, que ce soit en évolution, si on change de cible. Moi, j'ai vécu ça. Au début, quand je me suis lancée, j'étais que sur les entrepreneurs. Là, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais parfois, j'interviens aussi en entreprise pour des formations à la marque personnelle, des formations sur LinkedIn. Pardon, l'accompagnement aussi en tant que responsable de com personnalisé. Donc moi, au début, mon branding, il était ultra girly, limite enfantin. Donc on me disait, mais c'est quoi ce truc En plus, je n'avais pas encore assumé à 100% ma marque personnelle, donc je m'étais donné un nom. C'était le nom de mon entreprise d'ailleurs, Happy Healthy Funky, parce que, pardon, j'étais entre les deux, alors, je veux faire un peu de trucs bien-être, mais aussi de la com. J'étais encore entre deux chaises. Donc, mon positionnement n'était pas clair. Donc, après, au final, l'univers visuel que j'avais développé n'était pas clair non plus. Donc, je raconte ça pour aussi déculpabiliser les personnes qui se disent
qui sentent peut-être un décalage ou qui se disent ah oui mais je me sens pas alignée. Donc ce sont des périodes qui arrivent parfois, mais par contre le but c'est que ce soit un cycle. Donc de se dire ok ben là c'est un désalignement. Qu'est-ce qui fait que je sois désaligné? On creuse, on réajuste, on se fait accompagner si besoin. Avec des services comme les miens, ou en tout cas on se dit ok ben là je travaille les choses en profondeur, je réajuste et après bim on retourne aller chercher vers l'extérieur du chiffre d'affaires, de la pérennité, parce que sinon on reste dans un cercle un petit peu de procrastination, de se dire oui mais il y a ça qui va pas. Donc vraiment je pense que le cycle c'est important de se dire ok introspection, réajustement et après action, de pas rester juste dans sa tête quoi. Ouais, non, c'est clair, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un signal, du coup, le signal qu'il faut faire quelque chose. Mais du coup, c'est pas forcément négatif, mais au moins, c'est un signal que, qu'il y a des choses à faire, quoi. C'est clair. Ouais. Et d'ailleurs, quelle a été, à toi, quand tu t'es lancé, ta première action, communication, je dirais? C'est quoi, enfin, par quoi tu as commencé quand tu as créé ta boîte? Bonne question. Alors, par quoi j'ai commencé? Je crois que j'ai commencé par un logo, Ouais. à me dire. Ouais, j'ai commencé par un logo pour pouvoir communiquer sur Instagram. Donc, logo, communication sur Instagram. Mais tu vois, c'est un peu l'histoire des cordonniers les plus mal chaussés. Tout ce travail d'introspection, de positionnement, en fait, au début, je l'avais pas fait, je l'avais pas fait tout seul. Enfin, ce que je propose aujourd'hui à mes clients, c'est difficile en même temps pour soi-même d'avoir un regard miroir, de se donner un miroir et C'est d'avoir clair. le recul nécessaire. Donc, j'ai commencé par le logo et communiquer sur Instagram. Et comme je vous l'avais partagé dans l'atelier F Collective, au début, mon positionnement, il n'était pas clair. Je faisais un peu, c'était entre la com et les personnes qui sont en reconversion, on ne comprenait pas. Donc, quand c'est pas clair, eh bien, si c'est pas clair pour toi, c'est pas clair pour les personnes que tu accompagnes. Et donc, tu ne peux pas devenir l'évidence ou celle qu'on recommande sur un secteur si c'est pas clair. Donc moi, j'avais commencé quand même, voilà, par un logo, par prendre la parole, même si c'était pas encore très clair. Et j'avais fait un truc aussi. euh, pardon. J'avais créé un groupe qui s'appelait à l'époque les Copines Business. Je pense que F Collective, je sais pas si ça existait ou pas, parce que là, je te parle un peu de 2020, tu vois, quand j'étais dans les prémices de mon entrepreneuriat. Pour prendre la température, pour parler avec d'autres consoeurs et pour prendre la température de, ok, parce que j'étais en train de travailler des offres, pardon, et de tester, c'est quoi leur vraie problématique. Parce que moi, quand je me suis lancée, bon, il y avait le côté reconversion, mais il y avait le côté aussi, je pensais que en gros, tout ce que j'avais en marketing, il fallait que je le transmette. Donc, c'était un peu un plus de tout le monde va être une experte en marketing, alors que non, les personnes, elles voulaient communiquer en fait. C'est vraiment la com qui est ressortie. Donc, les 3 actions que j'ai faites, c'est faire un logo, commencer à prendre la parole sur Instagram pour avoir un peu un territoire d'expression et me connecter avec d'autres consoeurs qui se lançaient pareil pour voir quelles étaient leurs problématiques, où est-ce qu'elles en étaient, pour être vraiment proche du terrain et pas inventer des solutions qui n'étaient pas adéquates en fait avec leurs besoins. Ah non, c'est clair, c'est clair. Mais c'est vrai que ouais, le groupe, c'est une super idée. Enfin, vraiment, ça évite la stratégie que j'appelle la stratégie du doigt mouillé, tu vois. Genre, alors, qu'est-ce que je vais créer comme offre? C'est vraiment, tu demandes carrément aux gens ce dont ils auraient besoin, c'est quoi leur problème, et puis comme ça, au moins, tu sais techniquement quoi faire en termes d'offres. Et c'est vrai que même maintenant, actuellement, quand j'ai une idée d'une nouvelle offre, en général, je vais contacter mes clients actuels et partenaires, tu vois, pour leur poser 2-3 questions, pour voir un petit peu leurs problématiques sur ce sujet-là précis et de voir si ça peut les aider un petit peu ce que je propose. Et c'est vrai que du coup, ça te permet d'avoir des fois
des choses auxquelles tu penserais pas du tout, quoi, parce que toi, t'es dans ta tête, en plus dans ta tête d'expert, je dirais entre guillemets, donc tu penses, comme tu disais, ils veulent être peut-être experts en ce sujet-là, mais en fait pas du tout, ils veulent que ce soit le plus simple possible, au contraire, et du coup, enfin, ça change complètement ton approche et tes offres, quoi. Donc c'est clair que c'est idéal, et je pense que c'est vraiment quelque chose que je recommanderais à tout le monde en se lançant, c'est vraiment de, au plus possible, aller échanger avec ta cible pour glaner des infos et tester aussi bah, tes offres en direct, présenter un petit peu ce que tu fais, tes offres, puis un petit peu ton pitch. Tu verras direct si ça fait écho, si ça intéresse au final. Donc c'est hyper intéressant. Ça permet d'ajuster, comme tu le dis, de ne pas partir avec une stratégie au doigt mouillé. Parce que souvent, les femmes, on est plutôt perfectionnistes. Donc, on se dit, OK, on va faire un truc hyper parfait. Donc, on se met un peu dans notre grotte pour travailler une offre. On travaille plein de trucs qui, au final, quand on la lance, en fait, ça correspondait pas du tout à un besoin. Donc, ça, c'est vraiment la chose d'aller parler à sa cible, comme tu le disais, comme on est en train de le dire. C'est ultra important et d'être. Je regarde beaucoup là avec les outils d'intelligence artificielle, tout ce qui est vibe coding et tout. Donc c'est beaucoup plus facile de tester des choses et de lancer à grandeur nature, mais surtout de co-construire avec des personnes intéressées. Et je trouve que la co-construction, tout ce qui est un peu issu de la Startup Nation, un peu, même si voilà, cet univers, j'aime pas trop cet univers, mais de sortir avec quelque chose de minimum viable, de se dire, OK, ma première brique, c'est ça, d'être un peu en bêta-testeur, de se dire, bah, on identifie qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose à faire sur ce domaine-là. Comment est-ce que ça parle, est-ce que ça intéresse des gens, et comment je peux en faire quelque chose. Moi, par exemple, je réfléchis j'ai un accompagnement qui s'appelle Brand Story et qui permet en 8 semaines, donc c'est du one-on-one, de travailler son positionnement, aller faire de l'introspection, tout ça. Et je me dis, j'ai trop envie de le proposer un peu en VIP day, quoi, de faire un truc un jour ou voir un week-end, parce que moi, j'habite au Maroc, de me dire, en fait, on fait un week-end Brand Story où la consoeur que j'accompagne, elle vient, elle visite aussi un peu, elle prend un moment aussi hors du temps, hors de chez elle, où elle vient, elle séjourne dans un riad, elle a l'expérience un peu de réinvention, quoi. Et elle repart après avec son positionnement. Comme ça me permet, moi, d'avoir des temps avec elle, des temps où elle se relaxe et moi, je peux travailler sur ce qu'on a fait, faire du deep work sur ce qu'on a fait. Et après, lui délivrer les éléments et que, en fait, elle reparte avec, elle vient, elle s'est réinventée et elle a son positionnement qui est mis à plat et elle repart confiante sur son positionnement, sur ce qu'elle va pas pouvoir dire dans sa communication, quoi. Et je me dis, voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de proposer. Donc, ce que je vais faire, c'est que mes clientes qui ont déjà travaillé avec moi, elles vont pas le refaire, tu vois, mais j'aime bien sonder dans ma newsletter, poser des questions, un sondage sur LinkedIn ou poser des questions sur mon cercle proche, de voir, OK, est-ce que ça fait sens, est-ce que ça se fait, est-ce que c'est réalisable ou pas, de prendre la température, en fait, avant de se dire, OK, je vais faire une page de vente, faire tous les éléments autour d'un lancement, de me dire, est-ce qu'il y a un signal faible, est-ce qu'il y a vraiment un signal, quelque chose est-ce qu'il y a un besoin et est-ce que ça pourrait être exécuté comme ça? Carrément, carrément. Et je suis curieuse de savoir justement le retour que tu auras avec ce type de format, parce que j'en ai entendu parler aussi de ces formats un peu en une journée, VIP, etc. Et je trouve ça intéressant aussi, mais du coup, j'ai pas encore eu énorme de retours à ce sujet, donc je suis curieuse de savoir ce que ça donne, si tu as eu des retours favorables, je dirais, à ce format. Mais c'est clair que c'est intéressant parce que c'est un peu en opposition à ce qui se fait en accompagnement finalement. Donc même si c'est pas toujours des accompagnements très longs, c'est rarement en une journée où tu es vraiment avec la personne de A à Z et que tu avances main dans la main. Donc ouais, hâte de savoir ça. Est-ce qu'il y a une chose que tu aurais souhaité partager avant qu'on passe à la dernière partie de cette interview, qui est l'interview pressée en mode question-réponse super rapide? Euh,
Le message que j'aurais aimé faire passer, c'est vraiment le fait de, on le disait tout à l'heure un petit peu en off, de démystifier le côté de marque personnelle et de se dire, OK, si vous écoutez cet épisode, vous vous dites peut-être, mais moi je suis pas sûre que la marque personnelle soit vraiment pour moi. Est-ce que je suis légitime? Il faut être peut-être avec ce niveau de chiffre d'affaires, avec avec ce niveau d'expérience. Mais en fait, pas du tout. La marque personnelle, c'est quelque chose que vous pouvez vous approprier, quel que soit votre niveau business. Le tout, c'est de savoir si vous voulez en faire un levier pour votre activité. Donc, ce qui nécessite de, effectivement, être la porte-parole de votre activité, être un petit peu la main caractère et vouloir utiliser votre voix, votre message, vos mains, votre corps, tout pour parler de votre activité. Donc, ça peut être pour vous si tant est que vous acceptez d'être l'ambassadrice, la première ambassadrice de votre activité. Donc, je pense que c'est important de le préciser parce que il y a peut-être certaines personnes qui vont se dire moi plutôt j'ai une équipe, j'ai pas envie tu vois, je pense peut-être à des personnes qui sont dans des tu vois, des notaires qui sont dans des choses où elles sont travaillent en équipe, des cabinets d'avocats qui préfèrent mettre d'abord la marque. C'est OK aussi, mais sachez que c'est quelque chose qui peut être un levier, vous pouvez mettre le volume plus ou moins fort dessus, mais ça nécessite que vous soyez une porte-parole ou une ambassadrice de votre activité. C'est clair, c'est clair. Écoute, du coup, je te propose de passer à l'interview pressée. Donc, je vais te poser quelques questions à la suite. Donc, le but, c'est que tu me répondes le plus vite possible, entre guillemets, pour que ce soit assez naturel, je dirais. Est-ce que tu es prête? Yes. Bon, c'est parti. Alors, est-ce que tu es plutôt team sur mesure ou team template au quotidien? Oh, un mix des deux. Est-ce que tu es plutôt team dernière minute et au feeling ou alors team planning au max? Oh, là aussi, je suis les deux. Alors, je planifie beaucoup pour me laisser la flexibilité de travailler dernière minute aussi. Je vois bien, je vois bien. Je suis un peu comme ça aussi. Est-ce que tu préfères écrire un article de blog ou tourner des vidéos? Tourner des vidéos, mais qui sont quand même des fois scriptées aussi, quand même. Hmm. Est-ce que tu es plutôt réseaux sociaux ou newsletter? Là aussi, les deux. Je suis de plus en plus sur des contenus longs. Donc, tout ce qui est podcast, newsletter, ça me permet encore plus de révéler ma touch. Donc, je dirais contenu long, donc newsletter. Ok. Est-ce que tu es plutôt du style à déléguer ou à tout gérer? Je suis du style à mapper pour voir ce que je garde et ce que je peux déléguer. Je suis entre deux surtout, donc je ne sais pas du tout une interview pressée là. La comparaison avec les autres, est-ce que ça te freine ou est-ce que ça te booste? Là aussi, les deux. Si je suis dans une spirale un peu négative, baisse de morale et tout, ça me freine. Mais si je suis en mode exploration d'idées, ça me booste. Je vois. Est-ce que tu es plutôt IA lover ou hater? De plus en plus lover, d'autant plus que Claude est rentré dans ma vie. Donc plutôt Claude que ChatGPT, du coup, toi perso? Je suis en train de finir un bootcamp IA où D'accord. justement le but c'est d'utiliser l'IA pour s'alléger son quotidien. Et Claude, j'en avais entendu parler, mais tu vois, les commandes Claude pour avoir ce prompt et tout, c'est un peu un rat des pâquerettes. Donc là, je suis vraiment plongée dans les bras de Claude avec la partie chat, cowork et code. Et franchement, c'est vraiment une autre dimension de l'intelligence artificielle, hein. Ouais, je l'ai vu passer aussi, je m'étais renseignée sur le côté cowork et ça a l'air très puissant. Enfin, juste déjà le côté qui, c'est plus juste pour répondre à tes questions, c'est aussi pour agir à ta place. C'est un truc de fou, Ah quoi. ouais, 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 ouais.
moi, sur la partie podcast notamment, Ouais. je me suis créé une team de skills. En fait, sur Cloud Cowork, ce sont des skills, c'est comme des agents, mais ça s'appelle des skills. Mhm. Et, donc, moi, je fais 2 épisodes solo par mois. Et donc là, je l'ai connecté à toute ma base de données, mes objectifs business, ma cible, mon ton de marque. Bon, sur Cloud Cowork, il y a un gros travail à faire de nourrir la bête. Mhm. D'où tout le travail de positionnement et tout. Et en fait, donc ça prend du temps à configurer, mais après, il travaille seul. Donc hier soir, il est en train de travailler seul sur mes épisodes de podcast, tout ce qui est après le script, aller faire la description sur Ocha, les posts, les newsletters, les carousels, nanana. Tellement qu'il travaillait, je me suis dit, je vais faire quoi? Donc j'ai découvert une nouvelle série Netflix hier soir. Je regarde jamais les séries. C'est très rare, donc j'ai dit j'ai le temps de regarder une série pour une fois le soir au lieu d'être derrière mon ordinateur, quoi. Trop bien, trop bien. Trop bien. Mais j'ai hâte de le Ouais. tester aussi, ça a l'air vraiment chouette. Ouais. C'est quoi ton emoji le plus utilisé? Ah, ça dépend. Le soleil ou l'emoji qui fait un cœur comme ça avec les doigts? Je vois. Ta boisson préférée pour bosser? Café, thé ou citronnade? Infusion. Ok. Ta com, tu l'as fait plutôt en musique, en silence ou en binge Netflix? En silence. Ça marche. Plutôt connecté ou slow life au quotidien? J'essaie d'alterner entre les deux. Je pense qu'on est toutes dans cette recherche d'avoir des moments de déconnexion. C'est Mais avec les métiers qu'on fait, on est quand même obligé d'être connecté pas mal. carrément. Et c'est quoi l'idée reçue qui t'emmerde le plus sur ton métier? C'est le fait de confondre la marque personnelle avec le culte de la personnalité. C'est-à-dire de croire que la marque personnelle, c'est un truc hyper auto-centré pour impressionner les autres, se mettre en scène, chercher l'approbation et être juste le sujet principal pour être apprécié. Alors que la marque personnelle, c'est quelque chose autour d'une transmission d'un message et d'incarner un message au service de quelque chose de plus grand que sa petite personne, même si on est l'ambassadeur ou l'ambassadrice. Donc, c'est ça l'idée reçue que j'essaie de combattre. Et d'ailleurs, ce podcast m'aide à la combattre, cette idée reçue. Carrément. Trop bien, trop bien. Écoute, merci beaucoup Nathalie pour ta participation à cet épisode. C'était hyper intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur LinkedIn, Nathalie Medaglia. On peut me retrouver aussi sur Instagram à Brand by Nat. Et on peut aussi me retrouver avec le nouvel outil justement IA que j'ai développé. Donc il s'appelle le Révélateur. C'est un outil offert. C'est un petit agent IA qui vous permet de noter votre positionnement, la manière dont vous êtes perçu avec un score sur 100 et il vous donne vos zones d'ombre et un plan d'action. J'ai mis un petit peu tout mon cerveau dedans et plein d'autres cas issus de tout mon travail. Donc, ça vous permettra de voir si vous avez encore plus de potentiel pour révéler votre touch. Trop chouette, trop chouette. C'est trop kiffant ces petits outils comme ça, diagnostic, test et tout. Je suis sûre que tu vas avoir plein de personnes qui vont participer. C'est trop bien. J'espère. Top. Écoute, merci beaucoup Nathalie pour cet épisode et à très bientôt. Merci à toi, Faustine.